Bonjour à toutes et à tous. Candidat à approcher le développement comme tu l'attends, vous êtes sur les 107.7. Et l'équipe technique vient de m'informer que vous avez la possibilité de nous suivre en live and direct sur la télé sans filtre, la FTV, la radio, la FTV, de gros médias pour faire passer votre message à l'endroit donc des différents électeurs. C'est pour cela que nous vous disons tout simplement candidat approché. Et le candidat qui a eu le courage de venir vers nous se nomme Ian Kambiré Ibrahim. Il est candidat indépendant donc au municipal de Bingerville. À côté de lui se trouve donc Herman Abois, qui est journaliste et chroniqueur et qui va donc participer à ces échanges que nous allons avoir avec lui. Monsieur Ian Kambiré Ibrahim, bonjour. Bonjour. Vous m'avez donné comme biographie, et je vous cite, vous êtes donc Ian Kambiré Ibrahim et vos amis vous appellent HKI. C'est ça. Vous êtes originaire du nord-est de la Côte d'Ivoire dans la région du Boukani, au cœur des peuples Lobi. Lobi, je connais, Laurent. Parlez-moi un peu de ce peuple Laurent. Le peuple Laurent est le peuple, je pourrais dire le premier peuple de la région du Boukani. C'est le véritable peuple détenteur même de la terre dans le Boukani. C'est un peuple ancestral qui est installé sur ce territoire depuis plus de 2000 ans, selon les études et les recherches qui ont été menées. C'est un peuple minoritaire qui a fini par se laisser inféoder ou cannibaliser par les peuples Lobi et les peuples qui sont de gros travailleurs et de gros nomades, et également les peuples Koulongo, qui est un peuple de guerriers, qui selon l'histoire sont issus des peuples Laurent. Un nom en Laurent, donnez-moi un nom. Un prénom, un nom. Un prénom Laurent, par exemple celui de mon premier fils, en Laurent, Sébi. Vous avez dit? Sébi. Sébi. Désormais, appelez-moi Sébi. Vous êtes d'une région dominée par les peuples cités, plus haut, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais qui vivent en parfaite harmonie avec leurs frères Koulango et Malinké. Vous êtes né donc à Bouaké, au milieu des années 80. La fonction de cadre de la production énergétique de votre père vous a permis de connaître la Côte d'Ivoire profonde et de bénéficier de sa richesse culturelle. Ensuite, vous vous êtes installé définitivement à Bingerville, alors que vous n'étiez qu'un adolescent. Mais un adolescent ne peut que suivre sa famille et son père. Cette belle cité dont l'hospitalité des peuples et le vivre ensemble ont donc facilité votre intégration. Votre cursus universitaire sera plus tard sanctionné par un diplôme de technicien supérieur en gestion, une licence de psychologie et un master en management des ressources humaines. Passionné d'apprentissage, vous êtes inscrit donc à la prestigieuse Business School de Barcelone pour des études de management général et enfin pour un étude MBA en sciences au Paris. Ce parcours vous a permis d'avoir donc une vision internationale dans la gestion d'entreprise et une connaissance transversale de la gestion publique. C'est peut-être ça, la raison de votre présence dans notre studio. Vous décidez donc de vous lancer dans l'entrepreneuriat et votre choix se porte sur le foncier. J'ai beaucoup de choses à dire concernant le foncier parce que quand on fait les statistiques, on se rend compte que les besoins en matière de logement sont énormes. Sauf que les Ivoiriens n'y croient plus, ils sont devenus des Saint-Thomas. Tellement il y a eu des vendeurs d'illusions dans ce domaine. Qu'est-ce que Ian Kambiré compte y apporter? C'est une question personnelle qui n'a rien à voir avec ce que vous avez comme ambition et vision pour la commune de Bingerville. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes là. Je vais donc vous rassurer que je ne vais pas sortir de ce cadre-là pour parler d'autre chose. Vous avez pris de votre temps et j'apprécie la ponctualité avec laquelle vous êtes arrivé ici. Merci. Je ne suis pas votre partisan, mais je dis ce qui est. Et ce qui est pour l'instant est en votre faveur. Merci. Quand on veut prendre la gouvernance d'un petit État comme la mairie de Bingerville, on se doit d'être en accord avec nous-mêmes, respecter les rendez-vous que nous prenons. Car si on n'est même pas capable de respecter un rendez-vous télé-radio, à quoi ça sert de se pointer devant une population qui ne demande qu'un bien-être et vous écouter? Croyez en vous, faites confiance en vous, sachez être vrai avec vous-même avant que le peuple ne vous accepte.
Vous avez donc décidé de diversifier vos activités. Vous êtes intéressé donc à l'immobilier, au transport, à la distribution et l'accompagnement des startups. C'est une bonne chose. Beaucoup de jeunes se plaignent. Ils n'ont aucun soutien. Comment leur donner un soupçon d'espoir? That is the question. Le monsieur que vous voyez à côté de vous est un jeune frère. Il travaille à la FTV. Son rôle, c'est de pouvoir vous amener à dire exactement ce que vous comptez faire. Vous êtes candidat indépendant. Vous savez très bien que dans la commune où vous êtes, il y a beaucoup de candidats. Il y a aussi un maire sortant qui, lui, est boosté par un parti politique qui est donc au pouvoir. Monsieur Yankambiré Ibrahim, après toutes ces belles études, après tout ce que vous avez fait, pourquoi vous ne faites pas autre chose et vous vous lancez dans cette élection? C'est vrai que vous me direz que c'est une question de développement, mais nous sommes en Afrique, sous nos tropiques. Je suis entièrement d'accord avec vous. Souvent, je me pose la même question. Pourquoi je ne fais pas autre chose et je me retrouve en politique? Et je pense que c'est le hasard de la destinée parce que l'objectif n'était pas de faire de la politique. L'objectif pour moi, c'était de participer de façon très active au développement de la cité qui m'a beaucoup apporté, qui est Biengerville. En 2018, lorsque nous nous sommes engagés dans une aventure avec les jeunesses et les femmes, c'était beaucoup d'espoir que nous avons suscité. Et pour la petite histoire, déjà avec le petit groupe qu'on constituait pour ce projet, pour aller à la mairie en 2018, il m'avait été proposé d'être adjoint au maire et j'avais refusé. Parce que pour moi, ce n'était pas le moment de faire de la politique parce que, comme vous l'avez dit, nous, sous nos tropiques, la politique n'est pas forcément saine. Ce n'est pas forcément le débat des idées. Je ne m'y retrouvais pas forcément. Mais très tôt, après avoir eu la victoire, on a été très vite dessus. Et il y a beaucoup d'espoirs qui ont été tués. Et je considère aujourd'hui ma candidature comme une candidature de l'espoir, une candidature de la rupture. La rupture avec un certain nombre de pratiques passées et une gestion qui, pour moi, ne colle pas avec ce que Biengerville mériterait. Et donc, je me considère aujourd'hui comme un mouton de sacrifice pour une commune qui mérite mieux que ce qui lui a été servi jusqu'à aujourd'hui. Herman, c'est fort ce qu'il dit. Hein? Oui, mais avant cela, j'ai une question. Mais avant même votre question, Herman, je voudrais quand même, vous savez, la campagne a commencé depuis vendredi. Exactement. Jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez quelques informations sur comment ça se déroule? Est-ce que ça se passe bien? Oui. Est-ce que c'est dans un bel esprit? Dans l'ensemble, je dirais que c'est dans un bel esprit, puisqu'il y a jusqu'à 230 localités environ. Et il n'y a que 22 localités qui ont été signalées par l'organisation aux nouvelles où il y a eu des incidents. Mais les incidents, essentiellement, ce sont des vandalisations d'affiches. Il y a eu seulement 2 incidents à Koumassi et voilà, dans une autre localité où il y a eu des altercations entre partisans de 2 partis politiques. Et déjà, il faut noter que au niveau de la guerre des affichages, il y a de bonnes petites répliques. Enfin, on a vu certaines choses, notamment à Cocody où, par exemple, le candidat Jean-Marc Yassé qui dit à Cocody on n'est pas dans Tabataba et que l'autre répond sur une autre affiche pour dire qu'avec Éric Tabat, c'est pas Tabataba. Bon, donc je veux dire, il y a un peu ces petites répliques piques entre candidats. Ça se passe bien, je pense. Mais ce que je déplore toujours, c'est que les gens font beaucoup, les candidats qu'on a font beaucoup d'expositions de eux-mêmes, mais sans qu'on voie les articulations réelles de ce qu'ils proposent comme programme de gestion aux populations. Ta question? Ma question, c'était, on voit qu'il a été un acteur, si on suit bien son profil de la victoire du maire sortant. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais avant cela, vous êtes aujourd'hui avec qui? Qu'est-ce qui fait la force? Les gens, on a vu votre profil, mais avec vous, parce que c'est avec des conseillers municipaux que vous allez gérer, quels sont ceux qui sont avec vous? Pourquoi vous pensez que votre liste est pertinente? D'accord, je vais commencer par la première question. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'avec l'autre, on n'est plus ensemble. J'ai l'habitude de dire les amitiés se font et se défont. Donc, déjà avec lui, on avait un rêve. On avait un rêve, c'était pas de porter un individu tout puissant et un pouvoir qui devrait écraser les autres. Non, on a pensé plus à une gestion collective, une gestion commune, comme le nom le dit, pour nous,
il aurait été très important de mettre en place un ensemble de pratiques qui allaient permettre bien évidemment de régler des problèmes cruciaux au niveau de Bingerville, qui sont les problèmes des jeunes, qui sont les problèmes des femmes et qui sont les problèmes de projets structurants qui devraient accompagner toute la politique nationale de développement au niveau de Bingerville. Mais très tôt, on a plus eu affaire à pour moi, ce que j'appelle une gestion de charme, où on n'est pas forcément dans le fond du débat et des défis à relever au niveau de la ville. C'est plus des problèmes de personnes et on a eu l'impression que nous avons été parachutés un pouvoir qu'on ne méritait pas et je n'ai pas voulu me faire complice de cela et donc très tôt j'ai pris mes distances dès les 2 premières années déjà. Et l'objectif pour moi n'était pas d'être candidat aujourd'hui, mais de mener, de mener une critique objective de loin, de sorte à pouvoir orienter autrement la gestion que je voyais qui pour moi était, excusez-moi l'expression, catastrophique. Mais là, après 3 années, nous nous sommes rendus compte que nous sommes partis de mal en pis. Il était donc important pour nous de prendre nos responsabilités. Et donc, j'achoppe donc tout de suite sur la deuxième question pour dire que, au regard donc de ce que Bingerville devient aujourd'hui, Bingerville, c'est une population qui a un taux de croissance durant ces 10 dernières années d'environ 15,30%. C'est-à-dire que nous sommes passés d'environ 80 000 habitants à aujourd'hui près de 205 000 habitants sur une surface habitée d'environ, sur une surface totale de 194 km², mais une surface habitée qui aujourd'hui avoisine les 40%, contrairement à ce qui était il y a 5 ans. Les défis sont énormes en matière d'éducation, en matière de santé et en matière même de politique culturelle et sociale. Et pour cela, il était important de nous faire entourer de personnes ressources. Bingerville a la chance aujourd'hui d'avoir l'essentiel de sa population, qui est une population éduquée, qui est une population, c'est une population nouvelle, parce que nous comptons environ 104 promotions immobilières à Bingerville. Ils sont habités en moyenne à 250 habitants et tous sont des cadres, sont des hommes d'affaires qui sortent de Bingerville et qui rentrent. Et donc Bingerville est considérée comme une ville dortoir, ce qui doit changer. Et ces personnes-là, nous avons décidé de choisir des compétences en interne pour pouvoir amorcer ou planifier le développement de Bingerville sur le long terme. Et donc, au sein de notre liste, vous trouverez des directeurs d'entreprises de renom, vous trouverez des journalistes, comme par exemple Hamza Diaby, vous trouverez des maires sortants, qui eux aussi qui ont été eux aussi désenchantés très tôt, tout comme moi. Vous trouverez des professeurs à l'université, mais vous trouverez également le commerçant, vous trouverez la petite vendeuse du marché, vous trouverez les handicapés, vous trouverez des personnes qui sont dans le bénévolat, par exemple dans l'éducation. Nous avons fait en sorte de mettre dans ce conseil municipal de 55 personnes, des personnes capables de pouvoir répondre de façon spécifique à des problèmes qui sont des problèmes spécifiques à Bingerville. Et donc, la liste est une liste composée de personnes ressources qui ont été orientées vers les problèmes que nous avons identifiés au niveau de Bingerville et que nous avons déclinés dans un programme sur 10 points. Ok. Tout à l'heure. Herman, je m'excuse de t'interrompre, mais je voudrais juste demander à M. Ian Kambiré. Ibrahim, vous avez de la répartie, vous êtes enthousiaste, vous êtes ambitieux, vous savez où vous allez, c'est une bonne chose. Vous savez, ce type de paroles-là, on les a entendues plusieurs fois. C'est ce qu'on dit souvent pour appâter le peuple, et dès qu'on est élu, on fait autre chose. Quand vous avez décidé de vous séparer de l'équipe avec laquelle vous étiez et que vous avez estimé que vous pouvez apporter de la valeur ajoutée donc à l'épanouissement de la population de Bingerville, quelles ont été les démarches que vous avez entreprises vis-à-vis de ces populations? Parce que avant de faire connaître votre projet à l'ensemble de toutes les populations, il y a quand même des contacts, il y a des connexions qui ont fait que vous avez dit c'est le moment. Je veux bien comprendre. D'accord. Bon, dit que c'est le moment, d'accord, c'est le moment. Effectivement, puisque nous sommes candidats, donc c'est le moment. Mais au niveau de nos actions sur Bingerville, il faut dire que nous avons beaucoup... Je m'excuse de vous interrompre, je m'excuse. Vous savez, autant vous avez votre projet de sauter, autant vous voulez le partager avec nous, autant moi aussi j'ai des engagements vis-à-vis des annonceurs de cette radio. Donc nous allons faire une pause, car elle s'impose à nous, c'est la pub. Oui, nous sommes là. Et nous avons commencé depuis 8 heures à échanger avec Ian Ibrahim. Vous étiez en train de répondre à ma question et nous avons fait la pause. Je vous remets la parole. Oui, allez-y.
Pour reprendre la question. Je vous disais tout simplement, avant que vous ne preniez la décision, n'est-ce pas, je vois, de revenir sur la scène. Il faut dire que je n'ai pas quitté la scène. Nous y sommes rentrés véritablement et nous y sommes restés jusqu'à aujourd'hui. Seulement que les engagements ont plutôt changé ou se sont améliorés. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de contacts entre moi et la population qui, dès déjà les premiers mois, n'étaient pas en phase avec l'autorité locale que nous avons installée. J'ai pris la décision de ne pas trop parler, de ne pas trop personnaliser le débat au niveau de Bingerville parce que les anciens amis, après, quand il y a des adversités, les gens ont tendance à penser que c'est des palabres, alors que, comme je le disais, les amitiés se font et se défont, donc après, il faut savoir raison garder. Mais pour moi, nous sommes restés beaucoup sur le terrain aux côtés des femmes et des jeunes. Nous avons accompagné beaucoup de jeunes, beaucoup de start-up, beaucoup de femmes dans le financement de projets. Et lorsqu'il y avait des conséquences assez graves, par exemple avec la casse du marché qui a mis plusieurs moments en déroute et plusieurs commerces qui ont fermé, nous avons été également aux côtés de ces commerçants. Nous avons essayé à notre niveau de montrer que les choses pourraient être faites autrement, ce qui a créé une forme de sympathie entre la population et nous. Et jusqu'à dernièrement, je dirais que je n'étais pas partant forcément pour cette candidature, mais nous avons senti un peu le besoin. Le besoin, pas à notre niveau, mais au niveau de la population qui réclamait une envie de changement. Une envie de changement. Voilà, donc il y a une forme de sympathie qui est née dans certaines actions sociales, dans une certaine proximité avec les populations. Voilà. Monsieur Herman Aboua, Ian Ibrahim est à vous. Moi, j'allais commencer tout de suite avec la question de l'urbanisme. Que Bingerville, aujourd'hui, c'est une attraction en termes d'opportunités immobilières. Et on voit un peu les conflits qu'il y a. Je sais que le gouvernement même a suspendu les permis les titres fonciers au niveau de Bingerville. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre astuce pour pouvoir aider à régler ce problème-là? Parce que vous voulez créer une ville moderne à Bingerville. Ça commence par la bonne gestion de la terre. D'accord. Effectivement, le foncier, mais ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement même à Bingerville. Je pourrais dire que le foncier est un problème normal qui intervient dans presque là où les hommes sont et qu'il y a une évolution. Au niveau de Bingerville, le problème que nous avons, et il faut savoir qu'il y a une forte pression urbaine et les lotissements, aujourd'hui, sont gérés par les collectivités villageoises qui choisissent des opérateurs, donc c'est le privé qui s'en charge. Et la réglementation en matière de lotissement n'a pas forcément évolué ou n'a pas fait l'objet d'adaptation en fonction d'un certain nombre de faits. Ce qui a créé aujourd'hui, avec l'autre point qui est important sur lequel je dois venir, c'est que nous avons connu un véritable développement infrastructurel depuis 2010 qui a fait que la spéculation foncière a augmenté. Et donc ça a commencé à créer beaucoup de conflits là où il y a l'argent entre les différents peuples, où certains estiment qu'ils sont propriétaires, d'autres non, etc. Et à ce niveau, le ministère de la Construction est en train, déjà à son niveau, de prendre un certain nombre de mesures pour régler, pour pacifier en tout cas tous les problèmes au niveau de Bingerville. Bingerville a connu des lotissements en tache d'huile, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une programmation en termes urbanistiques pour dire voilà le schéma directeur sur lequel nous devions partir. Et on n'a pas prévenu également à notre niveau les conflits qui naturellement devraient advenir entre les différentes populations vivant là, parce que les champs devraient laisser place désormais à des maisons. Ça devait être accompagné par une politique locale, de sorte que nous puissions prévenir tout problème qui allait advenir. Et donc là, nous sommes en face de la réalité, où les problèmes, on en fait face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, à notre niveau, nous allons créer un cadre de concertation. Je disais, par exemple, vous parliez des lotissements qui ont été annulés, pas suspendus, mais annulés par le Conseil d'État. Le ministère de la Construction essaie de se battre tant bien que mal pour essayer de remettre les choses sur les rails, mais il faut une véritable implication de l'autorité locale, où nous devons mettre en place un cadre de concertation, parce que l'essentiel des problèmes fonciers au niveau de Bingerville sont des problèmes de propriété, le principe d'abusus, où chaque villageois ici estime que c'est chez lui, l'autre dit non. Vous avez par exemple les gros problèmes viennent entre les populations Atchan à Bingerville et les populations considérées comme non Atchan, qui sont pour la majorité des Atiers, des Abais et Atiers, où on dit non, vous n'êtes pas chez vous. Voilà le gros problème en réalité.
qui se trouve à Bingerville. Des populations qui vivaient ensemble depuis 1900, hein, c'est plus de 100 ans de cohabitation. Et aujourd'hui, ce tissu social est en train d'être détruit parce que chacun réclame la paternité de ces terres, puisque les terres ont été vendues par les villageois, mais il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement pour leur permettre de vivre après, parce que le tout n'est pas d'avoir de l'argent. Et il faut aider ces populations, à grande majorité villageoise, à pouvoir utiliser cet argent pour vivre sur le long terme parce qu'ils n'auront plus de champs. Donc nous, au niveau de notre gestion et de la vision que nous avons, c'est de créer un véritable cadre de concertation entre tous les villages. Et donc, au-delà du conseil municipal, nous allons mettre en place un conseil consultatif, le conseil intervillage, qui va permettre de pouvoir créer le débat entre les villageois et ensuite de pouvoir régler les problèmes du foncier de façon concertée. Pas qu'on va les imposer parce que la localité, la mairie n'a pas compétence à imposer en matière de lotissement, c'est du ressort du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Et nous, à notre niveau, nous ferons en sorte de pouvoir pacifier toutes les zones, permettre aux populations de pouvoir vivre encore comme avant, et après, tout pourra aller. Yann Kambiri Ibrahim, qu'est-ce que vous mettez dans ce que vous dites, vous l'avez évoqué à l'entrée, changer le statut de ville dortoir de Bingerville, qu'est-ce que vous mettez dedans? Oui, il faut dire que Bingerville, je pense que c'était stratégique. Bingerville a toujours été considérée comme une ville dortoir et scolaire. À Bingerville, vous avez le premier lycée agricole, vous avez l'école des Beaux-Arts, qui est la première école d'art, vous avez le lycée Mami Fetet, vous avez le lycée garçon de Bingerville. Et à Bingerville, vous avez que des maraîchers qui étaient faits dans le temps et des petits commerces. Bingerville n'a jamais été considéré comme un véritable pôle économique. Aujourd'hui, Bingerville, toutes ces différentes terres ont laissé place à des promotions immobilières. Nous assistons à une démographie galopante qui sort de Bingerville, aller chercher ou aller travailler dehors et qui rentre. Ça crée beaucoup de problèmes. Des problèmes, par exemple, de l'embouteillage et de la vie chère, même au niveau de Bingerville. Et donc, pour transformer cela, il faut mettre en place une politique de résilience dans laquelle nous allons capitaliser cette démographie galopante et nous allons actualiser, si vous voulez, les nouvelles normes en matière d'urbanisation au niveau de Bingerville. Et nous aurons des pôles économiques. Et Bingerville ne sera donc plus une ville dortoir, mais il y aura des activités économiques à l'intérieur qui permettront, bien évidemment, de pouvoir résorber un certain nombre de problèmes. Oui, monsieur Ibrahim, ces activités économiques-là, qui les réalise, qui les fait, ça va se passer comment? Oui, quel est le portefeuille d'opérateurs économiques que vous allez mettre en place? Comment vous allez les convaincre? Parce que vous avez donné les preuves irréfutables que Bingerville est vraiment une cité dortoir. Parce que ceux qui habitent aujourd'hui dans leur maison, au vu des promotions immobilières, quittent Bingerville pour aller travailler au plateau, à Cocody, et ils reviennent. C'est ça. Mais cela n'a pas de valeur ajoutée donc à Bingerville. Et vous allez convaincre qui? Il y a quoi d'intéressant à Bingerville pour que quelqu'un vienne investir son argent pour créer de l'emploi, pour faire quoi? Dites-moi. Moi, je veux bien comprendre. Il faut dire déjà que les activités se créent de façon naturelle. Dans une économie libérale, le fait que nous ayons des projets structurants déjà mis en place par l'État de Côte d'Ivoire, parce que Bingerville fait partie des villes qui ont véritablement bénéficié de cela. Déjà, il faut voir que Bingerville, c'est une presqu'île. Il y a beaucoup d'activités que l'on peut créer. Déjà, le plan d'eau lagunaire n'est pas capitalisé. Vous avez au niveau de la démographie galopante au niveau de Bingerville qui parle de démographie importante, parle d'économie qui peut être maîtrisée en local. Mais au niveau de Bingerville, cette démographie galopante, au lieu d'être un atout, est aujourd'hui un problème à Bingerville. Nous allons donc créer, il faut faire preuve de résilience. Il n'y a que aujourd'hui le secteur primaire ne peut plus être développé à Bingerville, c'est-à-dire on ne peut plus parler d'agriculture puisqu'il n'y a plus de champs. Il faut donc créer, je parlais tout à l'heure de résilience, permettre donc de mettre en place, impulser une nouvelle forme d'activité au niveau de Bingerville. Nous n'allons pas tout de suite nous jeter pour dire que nous ferons ceci, nous ferons cela, mais Bingerville a beaucoup d'opportunités parce que Bingerville, c'est maintenant qu'elle est en train de faire sa transition de sa réalité rurale à la réalité urbaine, contrairement aux villes comme Cocody et autres qui ont déjà dépassé ce seuil critique. Voilà pourquoi il faut une planification stratégique de ce que Bingerville doit devenir. Et c'est maintenant parce que si nous loupons les 5 années qui arrivent, c'est clair qu'il faudra un plan Marshall après pour Bingerville. J'ai une autre question. Généralement, lorsqu'on parle de projets structurants, on crée de nouvelles villes, il y a la question des nouvelles infrastructures qui sont mises en place. Quelle est votre idée là-dessus? Et puis comment est-ce que faire cohabiter les nouvelles infrastructures avec la question de politique environnementale, par exemple? Est-ce que le verre se détruit lorsque les villes se forment? Effectivement.
Et c'est un peu dommage, mais Bégerville a l'avantage d'être un relief particulier. Vous voyez, à Bégerville, nous avons par exemple le jardin botanique. Bégerville, naturellement, même est une ville verte. Et nous, dans le cadre de l'économie circulaire, nous pensons à notre niveau que nous pouvons mettre un ensemble de choses, par exemple, que ce soit au niveau de l'énergie, nous comptons mettre en place une politique avec l'énergie solaire. Au niveau de l'environnement, nous voulons planter plusieurs espèces d'arbres et nous voulons capitaliser également le jardin botanique de Bégerville, parce que quand vous arrivez dans certaines villes de l'Europe, vous voyez qu'au lieu que ce soit encore à la charge de l'État, le jardin botanique peut être aujourd'hui porteur même, si vous voulez, de mobilisation de fonds financiers pour la commune. Et donc, nous allons mettre en place, bien évidemment, dans le cadre de l'environnement, une politique de planting d'arbres et de valorisation déjà de l'espace vert, des espaces verts existants sur Bégerville. Comment transformer le jardin botanique en un hub touristique? Il faut bien qu'il y ait une étude pour cela. Parce que le jardin botanique, naturellement, aujourd'hui même, n'est pas sous le couvert de la municipalité ou du conseil municipal. C'est le ministère de l'Environnement qui s'en charge. Il faudrait donc qu'il y ait un transfert de compétences au niveau de la mairie. Et donc ça nécessite que nous ayons une séance de travail et une étude pour voir comment est-ce que nous pourrons faire du jardin botanique. Et ça fait partie des visions en termes de sites touristiques, parce que, comme je le disais, Bégerville est une ville naturellement touristique. Pourquoi? Deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Vous avez la maison du gouverneur Benji qui est encore là. Le premier lycée agricole, le premier lycée et collège et l'école de l'élevage à Bégerville avec l'ERA Sud. Vous avez le musée Charles Combes. Vous avez un plan d'eau lagunaire. Vous avez à Bégerville, nous avons une nappe phréatique, par exemple, d'environ 10 km de plage entre Adjien et Bégerville, Adjien Télégraphe et Bégerville, qui est l'une des eaux qui est non sacrée, l'une des lagunes les plus rares même d'Afrique, mais qui n'est pas capitalisée. Donc, à ce niveau, nous avons tout un ensemble de mécanismes que nous mettrons en place, et c'est pourquoi le conseil même municipal que nous avons constitué a des compétences en interne qui vont développer les projets secteur par secteur. Par exemple, à Bégerville, on dit de Bégerville, on le disait par le passé, la vie des fous, parce qu'on les voyait un peu déambuler. Quelle est la politique sociale de la liste Yen Tambiré Ibrahim? La politique sociale ici, tout de suite, nous parlons de social, les secteurs que nous voulons véritablement attaquer. Déjà, il faut catégoriser Bégerville aujourd'hui en 3 réalités. Nous avons la réalité des peuples autochtones qui nous accueillent tous, qui ne sont pas intégrés au développement naturel qui est en train de connaître cette ville. Nous avons la réalité des quartiers traditionnels qui existent et qui sont vieux, et nous avons la réalité des nouveaux quartiers qui aujourd'hui sont plus importants même au niveau de la ville. Et nous, à ce niveau, nous pensons qu'il faut axer une politique spéciale, une politique sociale, déjà qu'avec le programme national de développement, Bégerville est en train de bénéficier d'un ensemble d'infrastructures. Il faudrait faire en sorte que le budget qui, malheureusement, aujourd'hui, nous avons un budget qui est utilisé à plus de 80% en fonctionnement et nous avons moins de 20% en investissement. Il va falloir déjà changer la donne. Nous nous donnons 12 mois pour nous de mettre en place une politique de réforme structurelle au niveau de l'administration Bégerville pour faire en sorte que nous ayons au moins 45% en investissement sur les 12 premières années et investir massivement dans le social, surtout au niveau de l'éducation, de la formation et de l'insertion des jeunes et la prise en compte des personnes du 3e âge. Bégerville a la chance d'avoir dans ses quartiers traditionnels des personnes qui malheureusement, je dirais heureusement, mais qui deviennent malheureusement. Pourquoi? Parce que ces personnes vieillissent. Nous avons des problèmes là-bas. Nous avons un seul hôpital général. Bon, le plateau technique n'est pas approprié. Alors, Ibrahim, on va marquer une pause, parce que j'ai quand même pas mal de questions à vous poser par rapport au budget dont vous parliez tantôt. D'accord. Eh oui, c'est un immense plaisir et un bonheur inouï de lire sur la toile que les téléspectateurs de l'AFTV accordent un intérêt particulier donc aux échanges que nous avons avec notre invité. C'est moi qui suis doublement heureux et fier de vous avoir sur ce plateau. Je dis infiniment merci donc à tous ces jeunes candidats qui viennent défendre leurs projets. La démocratie, doucement mais sûrement, va rentrer dans nos veines parce que nous en avons besoin. C'est un passage obligé. Il est important pour nous de sortir donc de ce folklore qu'on nous a longtemps imposé. Vous pouvez lire, moi, un président du quartier
on fait fi de la voix du peuple et on désigne le président du quartier. Après, nous sommes surpris que ça va dans tous les sens. Alors que la démocratie a de tels avantages. Sauf que pour l'instant, nous ne sommes pas encore prêts. Mais est-ce pour cela que nous allons baisser les bras? Non. Il faut y aller. Et quand nous avons des jeunes candidats comme vous, M. Ibrahim, c'est une très bonne chose. Fasse Dieu que la démocratie triomphe dans toutes les élections en Afrique, en général, et en Côte d'Ivoire en particulier. Revenons maintenant à ce sujet. Vous avez dit que le budget de développement était à 20%, que vous alliez faire en sorte que les choses changent. Vous allez faire changer les choses comment? Et avec qui vous allez parler, à qui vous allez dire? D'accord. Il faut dire déjà que malheureusement, nous avons une croissance des charges au niveau du budget de la mairie de Bingerville d'environ 10%. Et ces charges sont essentiellement orientées vers le fonctionnement, avec tout ce qui est agrégat lié à la gestion, lié à l'administration, tel que les salaires, le carburant, etc. À notre niveau, il va falloir donc, dans les 12 premières années, réduire au maximum les charges. Les 12 premiers mois, vous voulez dire? Les 12 premiers mois, voilà. Je voulais dire. Bon, ça peut être prémonitoire, peut-être qu'on fera 3 mandats. 3 mandats. Parce qu'on gagnera les 2. Donc, et donc déjà, à notre niveau, à notre niveau, il sera question de réduire au maximum les charges, de sorte à faire évoluer le budget en investissement à environ 45%. Une fois que nous avons atteint ce pic, dès les 12 premières années, nous attaquons directement différents secteurs qui vont nous permettre de développer, si vous voulez, impulser une nouvelle dynamique économique au niveau de la ville, de sorte à faire croître le budget. Et une fois que le budget va passer en réel, pour nous, selon nos estimations, sur les 5 années, nous devons passer à un budget d'1,8 milliard à environ 4 milliards. Nous sommes très réalistes, nous nous disons avec 3,5 milliards, c'est sûr. Aujourd'hui, il n'y a aucun impact de tout ce qui est développement économique, en prenant en compte la démographie, en prenant en compte un certain nombre d'activités naturelles, que ce soit dans l'informel, mais qui sont l'essentiel même des activités économiques sur Bingerville. Il n'y a aucun impact véritable sur le budget qui n'a pas véritablement bougé. C'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. Ça veut dire que ceux qui sont là ne font pas exactement le travail où nous avons une politique fiscale qui n'est pas en conformité avec les réalités économiques de la ville. Et donc, à ce niveau, il y a un travail à faire. Déjà, je vais lire un paragraphe de votre projet, Bonne gouvernance et transparence. Vous avez dit, dans notre commune, la mauvaise gouvernance a atteint des proportions très inquiétantes. Les organes de contrôle n'arrivent pas à faire efficacement leur travail. C'est pas un bilan un peu assez négatif? Oui, le bilan, il est plus que négatif pour moi. Pourquoi? Parce que quand vous regardez aujourd'hui, Bingerville, nous sommes passés de 2 banques de façon naturelle et qui ont régné de façon monopolistique au niveau de Bingerville. Nous sommes passés aujourd'hui à 6 banques. Les banques ne s'installent pas par hasard. Les banques, c'est des études qu'elles font. Les banques essaient de voir quelles sont les capacités économiques d'une ville avant de venir s'installer. Et lorsque vous passez de 2 à environ 6 banques, ça veut dire que Bingerville a une croissance en termes économiques. Nous devons pouvoir le ressentir sur le budget de la commune. Mais on ne le ressent aucunement puisqu'on n'a pas bougé véritablement en termes de budget sur les 5 dernières années. Bien au contraire, quand vous regardez au niveau des recettes, même au niveau de Bingerville, vous vous rendez aisément compte que de 2019 à 2022, donc disons 2023, nous avons connu une baisse en termes de recettes de 23 millions. Pour l'année 2023, c'est vrai que nous sommes en mi-exercice, mais nous sommes à 3 millions. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas atteindre les 23 millions si ça suit une logique arithmétique. Donc il y a un problème à ce niveau. Voilà. Alors dites-moi, M. Iba, vous allez faire comment? Vous venez de dire qu'aujourd'hui vous êtes à 6 banques à Bingerville et que vous aurez souhaité que ceci se ressente donc dans l'économie de la municipalité. Vous avez parlé aussi de sources de revenus. Quelles seront vos ressources de revenus quand vous serez donc à la tête de la municipalité de Bingerville? Il faut dire vous allez trouver l'argent où? Les collectivités vivent de leur argent. Bingerville peut vivre de Bingerville. Au niveau de Bingerville, il suffira juste de mettre en place une administration performante et efficace. C'est pourquoi nous disons que dans les 12 premières années, nous nous attaquons
à une réforme structurelle même de l'administration au niveau de Bingerville. Et vous verrez que les ressources au niveau de Bingerville, les collectivités vivent de leurs ressources et ensuite utilisent ces ressources pour impulser de nouveaux foyers de développement. Et c'est à partir de là que cela impacte sur leur budget pour augmenter. Ce n'est pas qu'on ira chercher des financements forcément ailleurs. Il faut déjà rendre la ville économiquement attractive et ensuite développer des PPP, c'est-à-dire des politiques de partenariat public, des partenariats plutôt public-privé. Vous voyez, où vous vendez votre ville à l'extérieur et vous verrez dans notre programme qu'il y a un point important sur lequel nous verrons où pour nous, il s'agira de faire en sorte de signer des partenariats avec des villes du monde. Ça existe. On appelle ça des jumelages. Vous voyez? Voilà. Déjà avec certaines localités dont je vais taire le nom et certains candidats, nous avons déjà travaillé dessus. Certains candidats dans le district d'Abidjan, avec qui il y a trois communes qui ont des budgets très importants et aujourd'hui qui sont en compétition, mais qui sont des personnes avec qui nous échangeons. Nous avons décidé, lorsque nous gagnerons le 2, de créer un jumelage où ils nous aideront à développer des pôles économiques sur Bingerville et des partenariats très stratégiques, de sorte que Bingerville puisse atteindre certains pics en termes de comment dirais-je, de budget à l'investissement. Ok. Alors, vous avez, dans vos propos, parlé de groupes scolaires à Bingerville. Mais vous n'êtes pas sans connaître que aujourd'hui, l'école ivoirienne va mal. Bon. Je veux dire que qu'est-ce que vous comptez apporter avec toutes ces écoles qu'il y a à Bingerville? Déjà, est-ce qu'on peut faire l'état des lieux au niveau scolaire, au niveau de Bingerville? Et puis, si ça ne va pas, qu'est-ce que vous comptez apporter? Il faut dire aujourd'hui que l'école à Bingerville va plus que mal. Je pense que Bingerville, les écoles qui existent aujourd'hui à Bingerville n'arrivent pas à absorber la demande en termes d'éducation et de formation. Au niveau du primaire, nous avons un problème criant en termes de table-banc et également d'enseignants. C'est un problème national, mais que nous avons mis en place une politique dans laquelle, au sein du conseil municipal, il y a des personnes qui font de l'alphabétisation et qui font des cours du soir, comme on le connaît généralement, que nous avons voulu intégrer pour pouvoir pallier un tant soit peu aux problèmes qui sont nationaux et nous n'avons pas les solutions. Les solutions doivent être nationales. Et donc, nous, à notre niveau, nous allons essayer d'accompagner cela avec en créant des lignes budgétaires qui vont nous permettre de développer du bénévolat, de faire sortir ceux qui font du bénévolat en éduquant les personnes en cours du soir. Et il y a beaucoup qui font du bénévolat également au niveau des institutions publiques telles que les groupes scolaires. Nous allons les intégrer au niveau de l'éducation. Également, il faut dire qu'à Bingerville, il nous faut encore des lycées. Bingerville n'a aucun lycée depuis, je dirais, on a le collège moderne, on a le lycée garçon, on a le lycée moderne des jeunes filles. Voici les 3 institutions publiques en matière d'éducation. Les nouveaux quartiers aujourd'hui, aucun collège, il n'y a que le privé qui se développe. Et donc, c'est un problème pour tous les nouveaux habitants qui sont obligés de scolariser leurs enfants dans le privé. Vous avez, par exemple, au collège moderne, dans chaque salle de classe, vous avez plus de 100 élèves où on est obligé de faire des doubles vacations, ce qui est carrément en contradiction avec les normes de l'UNESCO, où on devrait se retrouver à 35 avec une marge d'erreur au moins à 40 élèves par classe. Donc, nous avons prévu de construire pour nous 20 salles de classe, par exemple au niveau de l'éducation, et de construire 5 écoles à nouveau qui seront des écoles publiques dans la zone nord, sud et est de Bingerville, parce que c'est là que le développement s'est véritablement axé en termes de démographie. Voilà. Alors, M. Ibrahim, on a démarré la campagne depuis vendredi. Hein? Oui. Ce que vous êtes en train de dire là, vous avez échangé avec des populations, quelles ont été leurs réactions? Je veux dire que c'est quoi votre technique d'approche? Vous faites donc de la campagne populaire, c'est-à-dire que vous avez un podium, là, vous êtes donc la rock star. Vous parlez, personne ne peut réagir, vous partagez tout avec le monde. Vous dites même des choses qui n'existent pas, ça on en a vu. Alors, quelle est votre stratégie dans cette campagne? Il faut dire que c'est un peu dommage, je suis à l'aise ici. Hein. C'est-à-dire que je dirais que depuis l'ouverture de la campagne, je dois être peut-être à la 3e fois où je prends la parole et que je parle technique. Parce que les populations, ce n'est pas forcément ça. Il y a un langage qu'il faut adapter en fonction de l'auditoire, en fonction de la cible. Et là, les campagnes électorales, c'est plus de propagande que de technique. Mais dans certaines cités, par exemple, quand on arrive, les gens ont envie d'entendre, ont envie de comprendre. Et là, on est à l'aise. Mais souvent, quand on est dans certains quartiers populaires,
c'est un peu difficile, mais on s'adapte. Notre stratégie, donc, nous avons des solutions aussi pour ces quartiers populaires. Donc, on adapte le langage et le discours là-bas. En fait, il faut aussi savoir avec tout ce qui est émotion. Hein. Les élections, ce n'est pas que vous avez le bon programme. Vous pouvez être le meilleur technocrate. S'il n'y a pas une alchimie entre vous et le peuple, mais c'est clair que votre technocratie ne vous servira à rien. Il faut qu'il y ait déjà cette alchimie. Donc, dans notre stratégie, nous faisons, c'est un peu de tout, quoi. C'est-à-dire, il faut de tout pour faire un monde. Donc, c'est ce que nous faisons. Mais elles vous disent quoi, généralement, les populations, quand vous échangez? Bon, généralement, moi, partout où nous sommes passés, c'est-à-dire là où on a parlé technique, il faut dire qu'on a convaincu, pour ma part. Les retours sont bons. En ce qui concerne les quartiers populaires, là, on se tiraille un peu. Là-bas, il n'y a pas de débat. C'est qui est le plus fort, c'est qui a la plus grosse voiture, c'est qui est... Et là, il y a malheureusement certaines personnes qui, pour moi, prospèrent là-bas parce qu'on n'a pas besoin de... Bon, je n'ai pas envie de dire un certain nombre de choses par pure éducation, mais là-bas, c'est un peu difficile. On tire encore avec les populations. On essaie de faire comprendre aux jeunes que, écoutez, votre avenir, ce n'est pas de comprendre, de voir celui qui a la plus grosse voiture ou le plus d'argent comme celui qui apportera des solutions à vos problèmes. Nous essayons de faire passer ce message. De faire passer ce message également aux parents pour dire, attention, ce n'est pas lorsque vous recevrez des sacs de riz maintenant que votre vie changera dans 5 ans. Faites attention. Mais on y met du tout également. On fait ce qu'ils aiment. C'est-à-dire un peu de vous là. Mais quand vous avez en face de vous des adversaires qui sont plus des people que des personnes qui vont dans le débat, ça rend la bataille un peu difficile, mais nous y arriverons. Il dit ça rend la bataille un peu difficile, mais nous y arriverons. Alors, nous sommes à 1 minute du cap de 9h. On va revenir. À vous. Candidat approché, le développement comme tu l'entends. Les échanges sont tellement fructueux que nous n'avons pas vu le temps passer et nous sommes qu'à 15 minutes de la fin de cette émission. 27 225 49 880, le dernier auditeur à intervenir, M. Ibrahim, parlait de la politique à mettre en place pour l'économie sportive par le biais du football. Et hors antenne, vous avez dit, oui, tout est prévu, mais on n'a pas vraiment le temps de pouvoir dérouler notre programme. Effectivement. Je vous comprends, mais... On n'a pas le temps de dérouler, on n'est pas un exposé sur le programme. Voilà. Sinon, je pense que la question, il aurait été satisfait même avant de la poser. Mais bon. Elle est là. Elle est là. Je pense dans notre programme au point 7, qui est dénommé Sport, Culture et Tourisme, nous avons prévu cela. C'est-à-dire, c'est de renforcer les capacités des associations et organisations sportives. Ensuite, nous, on ne se limite pas forcément au football. À Bingerville, il y a d'autres sports qui sont pratiqués. Il y a une équipe de rugby à Bingerville. Il y a d'autres sports. Il y a le handball. D'ailleurs, le président de la fédération d'handball fait partie des équipes de football d'handball de Bingerville, fait partie de notre conseil municipal. Et au sein du conseil municipal, nous avons un inspecteur sportif et dans l'enseignement que nous avons mis là, et avec un autre qui est coach sportif, qui seront chargés de tout ce qui est question de sport. Et donc, en ce qui concerne la politique sur le sport, il faut savoir que c'est pas quelque chose qui peut se faire sur le court terme de façon spontanée, c'est un processus. C'est un processus sur le long terme. Donc déjà, sur le court terme, l'économie du sport, nous allons déjà commencer par la réhabilitation de tout ce qui est infrastructure sportive au niveau de Bingerville et ensuite créer des différents espaces d'aires de jeu à travers Bingerville. Et pour ce qui est du football, il y a déjà une équipe locale au niveau de Bingerville qui est privée, mais il va falloir développer. Il y a beaucoup de centres de formation à Bingerville. Je pense qu'il y en a 9 au total, les centres de formation de football à Bingerville. Il va falloir mettre ces coachs à contribution, les accompagner
et puis pouvoir créer sur le moyen terme une équipe dynamique en termes de football à Bingerville et ensuite voir. Bon, malheureusement, nous n'avons pas géré la commune de Bingerville durant ces dernières années, ce qui fait qu'en ce qui concerne la CAN, je ne pense pas qu'en 3 mois, nous soyons capables de mettre en place une politique avec le COCAN pour pouvoir permettre aux populations de Bingerville d'être très... Ben, j'ai remarqué qu'il n'y a aucune politique dans ce sens, bien malheureusement. Et bon, on espère que quand on sera élu le 2, nous prendrons les mesures de sorte que Bingerville ne soit pas en marge de ce que la CAN de janvier sera pour la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. Moi, je voulais revenir sur la question de la digitalisation des services administratifs au niveau de la commune de Bingerville. Oui. Vous savez que pour faire les pièces d'état civil, par exemple, lorsqu'on va dans la plupart des administrations, dans les communes et autres, il y a souvent un grand temps qu'on met pour attendre l'effectivité de ces pièces-là. Comment est-ce que vous comptez? Parce que déjà, au niveau d'Abidjan, il y a des communes où, lorsqu'on va à 15 minutes, on a un extrait d'acte de naissance, par exemple. Au niveau de Bingerville, comment est-ce que vous comptez régler cet aspect-là? Avant de reprendre la question de Herman, on va prendre rapidement des téléspectateurs auditeurs. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Radio Parfait. Monsieur Parfait, vous nous appelez d'où? Bagua. Ok, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Ma population, une question que je vais poser au futur maire. Oui. Voilà. Concernant nous, les jeunes déscolarisés, notre politique. Ok. Les jeunes déscolarisés, quelle est la politique du futur maire? D'accord. Je réponds à la question d'Herman d'abord ou... Non, à la question de l'auditeur, ensuite vous venez à celle d'Herman. D'accord. En ce qui que je disais tout à l'heure que nous allons faire à notre niveau, nous avons fait une segmentation en ce qui est de Bingerville et nous allons faire une collecte de données qui va nous permettre de savoir de façon qualitative et quantitative quelle est la nomenclature même des jeunes que nous avons à Bingerville. En ce qui concerne les jeunes déscolarisés, pour la plupart, ils sont sans formation. Le fait d'être scolarisé, le fait d'être parti à l'école, avoir un simple diplôme ne fait pas de vous quelqu'un qui est prêt à pouvoir affronter le tissu socio-économique. Et donc, à ce niveau, nous allons mettre en place une politique de formation de ces différents jeunes. Où nous avons divisé Bingerville en 120 secteurs. Nous avons 120 relais. Ces 120 relais vont nous donner la cartographie de chaque secteur et nous dire clairement les ressources humaines en termes qualitatifs et quantitatifs. Et à partir de ce moment, nous allons dresser. Ça existe. Hein. J'ai déjà vu le modèle en Europe, en France, avec un jeune de Bingerville qui travaille là-bas, en France, à Saint-Denis. Il nous a montré un peu comment ça fonctionne en ce qui concerne les jeunes déscolarisés des différents quartiers. Il faut déjà à ce niveau que nous sachions à quel type de déscolarisé est-ce que nous avons affaire. Est-ce qu'il est déscolarisé parce qu'il y a des jeunes qui arrêtent les études, par exemple, au baccalauréat, il n'a que 20 ans ou 21 ans, et qui se considère comme un chômeur ou quelqu'un qui est déscolarisé, il a arrêté les études parce qu'il n'a pas les moyens. Un tel jeune, ce n'est pas de lui trouver du travail, c'est de lui permettre de partir à l'école. Vous avez d'autres jeunes qui, malheureusement, qui vous disent, moi j'ai fini telle formation, j'ai un BTS en temps, ou bien je suis à tel niveau, je veux du travail, mais vous vous rendez compte qu'il n'a pas le niveau pour travailler, il lui faut plutôt être formé. Et donc nous, à notre niveau, nous allons faire en sorte de mettre en place une méthode active dans laquelle nous formons les jeunes et nous créons des centres incubateurs pour leur permettre de s'insérer dans les tissus socio-économiques. Voilà. Nous allons prendre rapidement 2 derniers auditeurs. Voilà. Il est 9h51. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Oui, très bien, très bien. Votre nom, s'il vous plaît, vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Blapierre. Ok. J'appelle du bureau actuellement en zone portuaire. Ok. Ayant entendu l'intervention de mon candidat, le chef, M. Rien Ibrahim, j'appelais plus pour lui apporter mon soutien. Ok. La majeure partie de la population de Bingerville, parce que c'est un jeune qui se bat, qui essaie d'apporter des idées innovatives, qui essaie de prendre Bingerville à bras le corps et pour faire sortir Bingerville de sa léthargie. Donc c'est tout à fait normal que nous qui sommes jeunes aussi, nous puissions soutenir notre ami, frère et mère, futur maire de Bingerville,
pour le hisser à la place le 2 septembre. Merci. Voilà. Merci, ce n'était pas une question, c'était juste un soutien. Merci. Nous allons prendre le tout dernier. Nous allons prendre le tout dernier. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Koulibaly Ibrahim. Monsieur Koulibaly Ibrahim, comme notre invité, Ian Ibrahim. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Benjerville. Ok, vous êtes le dernier à intervenir. Quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, elle est mineure. Vu la grandeur de Benjerville, et nous avons construit un marché qui ne remplit pas les normes. Et nos mamans n'ont pas de marché actuellement. Donc, je pose la question, quand il sera maire, comment il compte réduire ce problème de marché au niveau de Benjerville? Merci, monsieur Koulibaly Ibrahim. Alors, c'était donc le dernier à intervenir. Merci à ces nombreux auditeurs. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Le facteur temps joue contre nous. Nous vous écoutons. D'accord. Le problème du marché au niveau de Benjerville, malheureusement, est, pour nos mamans, comme il a dit, n'ont pas de marché. Nous avons assisté à, malheureusement, il y a de cela 2 années, à une destruction du marché qui existait à Benjerville de façon pour moi abusive. Normalement, dans le process, on aurait dû déjà recaser les femmes, les commerçantes qui sont pour la plupart issus des quartiers traditionnels, avec un niveau de vie qui n'est pas forcément élevé, mais on les a délocalisés par la force et la brutalité et il n'y a pas eu de site de recasement. Aujourd'hui, ces femmes-là sont installées sur un endroit de fortune que lorsqu'il pleut, je ne vous conseille même pas d'aller parce que c'est vraiment, excusez-moi l'expression, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a un marché qui est construit de regard, non pas de l'expert, mais du regard de loin. Nous avons un marché qui a été octroyé en BOT à hauteur de 6 milliards qui est en train d'être construit, mais pour ce qui est déjà sorti de terre et qu'il nous est donné de voir, je ne sais pas de quoi nous allons hériter lorsque nous serons élus, mais il est clair qu'il faudra revoir carrément la construction de ce marché et il faudra mettre en place un plan pour redonner, si vous voulez, les mamans qui aujourd'hui abusivement ont été délocalisées et n'arrivent plus à faire leur commerce. Beaucoup ont abandonné leur commerce. Nous, à notre niveau, il va falloir remettre en place une politique avec les acteurs du secteur des différents marchés pour essayer de trouver une solution immédiate, spontanée dans le court terme, c'est-à-dire les relocaliser dans un endroit ou sur un marché en attendant et revoir la construction du marché et mettre en priorité les commerçants et commerçantes qui étaient déjà installés sur le site traditionnel de Benjerville qui a été détruit il y a 2 années. Ok. L'autre chose sur laquelle je voulais permettre très rapidement, en 30 secondes, hein, parce que nous partons à la conclusion. Très rapidement, c'est que malheureusement à Benjerville aujourd'hui, nous assistons à une concurrence déloyale qui est faite à nos commerçantes, à nos mamans du marché, parce qu'on permet à certaines entreprises de venir s'installer qui font le même travail qu'elles dans des conditions beaucoup plus modernes, sans avoir permis à ces mamans-là de pouvoir s'installer et faire cette concurrence. Et donc nous assistons malheureusement à un taux de paupérisation très élevé suite à la destruction de ce marché et c'est dommage, il faut que ça change. Et quand vous allez venir, vous allez tout changer. Alors, nous allons améliorer. Je ferai la conclusion de l'émission avec Herman tout à l'heure, mais je voudrais vous regarder droit dans les yeux et vous donner l'opportunité, en 1 minute 30 secondes, de parler donc à ce peuple pour lequel vous avez donc cette ambition, avec vos idées novatrices dont nous avons parlé tantôt. Vendez-vous. Je n'ai pas l'habitude de me vendre, mais bon, je vais m'essayer. Je vais plutôt vendre le rêve et le projet que nous avons. Il faut dire à Benjerville à toute la population de Benjerville que c'est un engagement citoyen, nous déjà à notre niveau, que d'être candidat et de faire une proposition de ce que Benjerville doit devenir et de la façon dont Benjerville doit être gérée. À notre niveau, ce que nous devrions faire, qui est de créer cette relation de confiance avec chaque couche de la société au niveau de Benjerville, nous l'avons fait. Il est aujourd'hui du rôle de cette population de savoir faire un choix de raison, de savoir raisonner et sortir des émotions et comprendre, faire un bilan clair de ce qu'a été la gestion de notre commune durant ces 5 dernières années et de façon objective, sans toutefois rentrer dans la délation ou dans l'attaque de concurrence. Il est clair que le bilan il est carrément négatif. Et pour nous, nous sommes l'alternative crédible. C'est pourquoi nous avons pris le temps de sortir des clivages politiques et de mettre en place un conseil municipal qui regroupe toutes les tendances politiques, toutes les compétences et nous avons ciblé les défis à relever sur 5 ans pour permettre à Benjerville de rentrer au nombre de ces villes modernes dans le district d'Abidjan parce que Benjerville est en train de connaître sa transition véritable et comme je le disais, sans planning stratégique de son développement,
c'est clair que nous aurons recours à un plan Marshall dans les années à venir. Donc toute la population de Bingerville, jeunes, femmes, hommes, à tout le monde, je souhaiterais qu'ils rejoignent l'engagement citoyen pour Bingerville, de sorte que le 2 septembre, nous puissions être élus et impulser un souffle nouveau à cette commune. Merci infiniment. Herman Aboua, si tu devais donner une note, ça c'est... Je ne sais pas si je suis généralement cher en notes, mais pour aujourd'hui, je vais miser 9, 50 sur 10. 9, 50 sur 10. Merci, merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Merci à vous. Fasse Dieu que le 2 septembre, vous puissiez matérialiser donc tous ces projets que vous avez pour la commune de Bingerville. Inch'Allah. Et je vous prie d'être fair-play. Si jamais le 2 septembre, vous n'êtes pas l'élu, en toute franchise, en toute honnêteté, il faut reconnaître donc la victoire de votre adversaire et aller le saluer, oui. D'accord. Mais rassurez-vous d'une chose, on sera très fair-play. Oui. Mais si nous devons perdre, nous perdrons dans la loyauté. Mais celui qui gagnera les élections à Bingerville les gagnera dans la loyauté également. On se retrouve demain pour d'autres échanges avec un autre candidat. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amen. Le civisme. On entend?